On vient avec l'envie d'apprendre par rapport à ce processus. Et donc, on va entendre ce que vous avez à nous présenter, à la fois dans l'histoire et puis peut-être dans les observations que vous pouvez déjà avoir sur ce processus. Et puis après, on aura peut-être quelques questions et puis des compléments, alors du coup, qui vont être apportés par d'autres personnes. Donc je ne sais pas où démarre la visite ici. On peut faire voilà. Et après on va suivre la démarche. Oui. Voilà, donc disons l'exploitation elle est au nom de la SCA de Cabana. Nous c'est la famille d'Olegui. Voilà, donc on est installé avec mon frère, mes parents sont à la retraite. Et on a 4 salariés, 3 salariés sur l'exploitation et 1 sur la transformation de produits agricoles. Donc sur l'exploitation, il y a un atelier de bovins viande où il y a 90 mères, plus la suite avec tous les génisses, on engraisse des vaches aussi, sous le label bœuf de Chalos et marqué Rico. Voilà. Et après on a un atelier porc où il y a 200 mères et l'engraissement de tous les porcs. Et là aussi on est à l'IGP, jambon de Bayonne et porc frais du Sud-Ouest. Et après, on fait toute l'alimentation nous-mêmes sur l'exploitation. On produit du maïs, de l'orge, du sorgho, de l'herbe, et on nourrit nos animaux avec ça. On a une fabrique d'aliments où on se fait tous les aliments pour les porcs, des cellules pour stocker le maïs en humide et en sec. Et on achète les condiments minéraux, disons vitamines, phosphore et tout ça, on travaille avec la Sonap. Et on achète des tourteaux de soja, colza et tournesol à Bordeaux, à l'usine Cepol. Donc voilà, nous on faisait pas mal de fumier par an, on avait à peu près autour de 1500 tonnes de fumier de vache, 500 tonnes de fumier de porc, il y a des porcs sur la paille, et après on a un lisier de bovins où il y a 4500 cubes de lisier de bovins par an. Alors chaque fois on essayait chaque année de les pendre au dernier moment sur les parcelles pour l'utiliser au maximum, parce qu'après on fait du maïs, on fait à peu près 180 hectares de maïs, il y a 30 hectares d'orge et après des prairies. Donc on essaye de le mettre juste avant la culture pour ne pas le gaspiller et l'avoir au dernier moment pour la plante et pour l'utiliser au maximum. Voilà. Donc et après on entendait parler de la méthanisation par rapport au fumier au lisier, donc on s'y intéressait plus ou moins, regarder sur des vidéos, regarder voilà, ce qui se faisait ailleurs. C'était surtout en Allemagne qu'ils en faisaient, donc voilà. Et après en 2019, on a décidé de s'y intéresser plus profondément. Donc à partir de janvier 2019, on a fait venir des constructeurs de méthanisation, une quinzaine au moins, et écouter l'avis de plusieurs, de discuter, rediscuter. Certains ils sont venus une fois, ils sont plus revenus parce que par rapport à notre projet, ils n'étaient pas intéressés, d'autres sont revenus plusieurs fois. Et on voulait faire une méthanisation déjà à l'échelle de notre exploitation déjà. Parce qu'on trouve que c'est bien, il y a faux pour tous, mais faire avec plusieurs exploitations, il y a les cahiers d'épandage, il y a les problèmes sur les routes, il y a beaucoup de trucs qui se greffent, il y a beaucoup de problèmes par la suite. Qui c'est qui gère le dossier, comment on fait par rapport à la banque. Alors nous on s'était dit, et comme on avait une exploitation assez importante, on s'est dit pourquoi pas essayer directement nous-mêmes. Donc on s'était dit pourquoi pas au départ faire de la cogénération, parce que pour la méthanisation on met du fumier du lisier dans des cuves. Et c'est des bactéries qui travaillent, comme c'est dans une panse d'une vache. Elles dégradent la matière et elles font du gaz. Quand on dit que les vaches elles polluent, disons qu'elles mangent de l'herbe, elles ruminent, il est dans l'estomac, et l'estomac c'est les bactéries qui travaillent, et quand elles rôtent ou quand elles pètent, ça dégage du méthane. C'est ça qu'on dit que ça pollue, le méthane qui pollue. Donc nous, la méthanisation, c'est remplacer la panse de la vache par une cuve qui est fermée, étanche, où on peut mettre aussi de l'herbe ou de l'ensilage de maïs, l'ensilage d'herbe et tout ça. Et aussi avec le fumier et le lisier, les bactéries travaillent et ça dégage du méthane. Voilà. C'est ça, Caroline. Exactement. Bien résumé. Et disons, le méthane, il n'est pas pur au départ, quand on produit du gaz, le gaz, c'est du biogaz vert qu'on appelle, mais par contre, il est qu'à 55% de méthane. Le reste, il y a un peu de soufre, il y a un peu d'eau et un peu de CO2. Donc il faut l'épurer, et après, quand on vend le méthane, on vend du méthane pur à 97%, il faut l'avoir. Donc dans la méthanisation, on produit le gaz, et une fois que le gaz il est produit, soit on le fait brûler par un moteur qui lui fait tourner une génératrice et ça fait de l'électricité,
soit on l'épure et on l'envoie dans le réseau du gaz de ville. Voilà. Vous êtes en injection. En injection, voilà. Donc comme nous, on a le réseau qui était sur la commune, on avait le droit d'injecter. Celui qui n'a pas le réseau dans la commune ou trop loin, il y a beaucoup de frais, donc là, ils ne peuvent pas l'injecter. Voilà, ils sont obligés de faire la cogénération. Voilà, nous, on avait la chance, on avait à 4 km là. Donc voilà. Donc on nous a dit qu'il valait mieux faire de l'injection que de la cogénération. Plusieurs constructeurs, voilà, à force de discuter avec les uns avec les autres, que c'était beaucoup plus souple, c'est un peu plus important en investissement pour démarrer et tout ça, il faut une plus grosse unité, mais par contre c'est beaucoup plus souple pour travailler, voilà, donc on est parti là-dessus. Parce que quand on fait de la méthanisation, on produit du gaz, donc j'ai dit il y a la cogénération ou l'injection de gaz directement. Donc quand on injecte le gaz, c'est 55% de méthane, le reste c'est CO2, donc le CO2 pour l'instant il repart dans l'air. Mais par contre, quand on fait de la cogénération, le moteur il brûle le CO2 et le méthane. Donc ça c'est tout brûlé par le moteur. Mais par contre, le moteur il produit autant d'électricité que de chaleur. Et quand on fait de la méthanisation en cogénération, on est obligé d'utiliser la chaleur. Sinon, on ne peut pas être subventionné parce que la chaleur, sinon on est perdu. Donc certains méthaniseurs ont donné la chaleur pour distancer à côté d'une grande ville pour chauffer soit des piscines, soit des maisons de retraite, soit des habitations, tout ça. Et lui, chez Lafargue à Samadé, lui il a un gros atelier de porc, il a 500 truies. Donc toute la chaleur, il la consomme dans son atelier de porc pour chauffer les maternités, les porcs sauvages et tout ça. Il y en a certains qui font de la chaleur pour des serres à côté aussi. Voilà, des serres, tout ça, voilà. Mais quand on fait de l'électricité, on est obligé d'utiliser la chaleur. Voilà. À côté de Saint-Palais, il y en a un qui se monte là. Lui, il ne peut pas faire d'injection parce qu'il n'y a pas de réseau là-bas. Et lui, par contre, il monte un séchoir en grange pour sécher le foin et tout ça. Ça aussi, au Pays Basque. Il pleut beaucoup. Non, il y a beaucoup de soleil, donc on arrive à le chauffer. Mais là aussi, si on veut faire une méthanisation, il faut justifier d'utiliser la chaleur, donc on fait un investissement dans ces choix. Nous, on l'aurait fait, parce qu'on nous a mal conseillé, ils n'ont pas conseillé de faire de la cogénération. Déjà, il fallait utiliser la chaleur. Nous, on a des bâtiments qui sont assez isolés en porcherie, on chauffe très très peu. On utilise très très peu. Et on ne pouvait pas utiliser la chaleur. Donc, tant qu'à faire, on ne l'aurait pas fait. Si on fait avec de la cogénération, avec de l'injection, sinon la cogénération, on ne l'aurait pas fait. Voilà. Donc, on a voulu démarrer, mais déjà, il fallait demander à GRDF s'ils pouvaient nous accepter dans le réseau, dans la première demande. Alors ils font une étude pour ça. Cette étude coûte 12 000 €. Et le mec de GRDF il me dit mais vous pouvez être subventionné par la région pour cette étude à 70%. Et donc en suivant, j'ai appelé la région pour être subventionné. Et c'est Madame Dost qui s'occupe à la région et qui m'a dit Monsieur Dolegui, on ne vous connaît pas. Donc voilà, il faut vous faire connaître, il faut voir votre projet s'il est faisable ou pas faisable, tout ça. Donc voilà. Donc il fallait passer par un bureau d'études. Ce bureau d'études, ça a été conseillé vers ici, c'était plutôt Solagro, qui était sur Toulouse, pour définir notre exploitation, définir notre projet et évaluer notre projet et mettre voilà, un système en place pour dire c'est viable, pas viable par rapport à nous. Voilà. Et ça aussi, cette étude coûte 12 000 € et elle est subventionnée à 70%. Et vous avez eu la subvention de 70%? Oui, ça oui. Ça on les a eu, ça c'est bon souci. Combien il en faut au minimum pour atteindre ces 60 minimum, 70? Ça dépend parce que les matières qu'on met dedans. Ah oui. Parce qu'on a été voir plusieurs. J'avais été voir un petit là, du côté de Brive. Et c'était une petite cogénération. Le mec c'était un petit truc qui avait démarré il y a 5-6 ans. Et il mettait tous les déchets des vaches, les rebuts, le fumier et tout ça, il mettait 10 tonnes par jour. Et à force de faire des réunions lui aussi, et là il en fait une autre, et on lui a dit, mieux tu mettras ta matière dedans, plus tu vas fournir d'électricité ou de gaz, disons, pour faire l'électricité, et plus tu vas économiser la matière. Et il s'était rendu compte en mettant de la bonne matière qu'il mettait que 3 tonnes après. Donc mieux on met du meilleur, mieux c'est, voilà. Dans les méthanisations, certains font de l'ensilage, donc nous on l'a fait. On a le droit de faire de l'ensilage derrière du maïs en deuxième culture. Donc nous on produit du maïs, et le maïs il a été semé maintenant, on va le récolter en octobre, et derrière le maïs, on sème du raies gras, ou de l'orge, ou du seigle dérobé, voilà, qu'on ensile au mois d'avril,
et qu'on va stocker pour mettre dans un fermenteur. Et après on ressème du maïs. Là on a de l'orge pour les cochons qui avait été semé en octobre. On va le récolter maintenant, là, ce mois-ci. Et là derrière on va semer du sorgho, qu'ensuite on va récolter pour mettre la méthanisation. Ça on peut le mettre. Et par contre du maïs qu'on sème en culture principale qu'on appelle, on a le droit d'en mettre 15% de notre unité en tonnage. Nous on est parti sur un tonnage pour produire 60 000 normaux mètres cubes de 10 500 tonnes par an de produits. Et 10 500 tonnes de produits par an, il y a à peu près 2000 tonnes de fumier, 4 500 tonnes de lisier et il y a 4000 tonnes de cives. Voilà. Par contre, il y en a certains qui n'ont pas de fumier, qui n'ont pas de lisier, il y a des céréaliers qui font que ça. Et avec 10 500 tonnes, ou 10 500 tonnes comme moi, que de l'herbe ou du maïs, là ils produisent 120 normaux mètres cubes. Voilà. Parce que le fumier et le lisier, ça produit peu de gaz. Mais par contre, comme on met une unité de méthanisation agricole, il faut les intégrer dedans, voilà. Un gros méthaniseur, donc il y a celui de Bénès, mais c'est Fonroche, donc c'est une dimension qui est... Ça, moi j'en suis contre ça, mais c'est une honte d'avoir ça, mais voilà, c'est comme ça. Ils en font un autre à non, pas à Nosti, non. Non, mais oui, encore il n'y a pas un truc. Ouais, mais à Mourenx ou Pardis, là, Euralis, là, qui fait de vous et Fonroche, c'est un truc énorme. Tous les petits agriculteurs qui veulent se lancer un projet, ils ont bouffé toutes les subventions de GRDF, déjà là, pam. Et qui est derrière, c'est Groupe Total. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font là, comme celui de la Benne? Il y a derrière là-bas, c'est Euralis, et ici, c'est l'Urberie. Et l'Urberie, ils vendent le digesta, alors que le digesta, il ne doit pas être vendu. C'est un déchet. On vend du gaz, mais les autres, les coopératives, elles sont derrière à gratter du pognon. C'est une honte. Ça, et ça, c'est quand même cautionné par des politiques. Hein. Et des politiques qui veulent pour passer, disons, souvent, on dit on est d'accord, on est ceci, on est cela. Et souvent, les politiques, ils ne sont pas bien informés et ils vous donnent de l'accord pour rien du tout. Écoutez, les politiques, je ne sais pas, je ne veux pas parler pour ceux que je ne connais pas, mais c'est vrai qu'on parlait par exemple en venant de la filière éolienne. Et en regardant cette filière, on se rend compte qu'il y a du pour et il y a beaucoup de contre et de plus en plus, parce que je pense que des fois aussi on est berné par des gros groupes ou par des investisseurs, etc., qui nous vantent de l'énergie renouvelable et au fond en grattant, en regardant, et je vois bien que quelques-uns des collègues se sont fait avoir sur des installations de fermes éoliennes. Hein. Tout à fait. Et la méthanisation, bon, j'ai lu quelques articles aussi, je vois bien qu'il n'y a pas que c'est pas vertueux à 100%. Ah non. Tout dépend aussi. Quand on voit de Bénès là, tout le digesta il arrive par semis ici, posé dans les champs, les mecs ils tournent avec des tonalisiers partout. Voilà. On fait 40 km pour amener le digesta. Mais déjà, moi, ce que je comprends par rapport à la méthanisation, c'est vrai que sur une structure qui a quand même ses propres moyens, et donc pour justement alimenter ses besoins sur la structure, enfin, c'est un cercle plutôt intéressant. J'allais dire circuit court, je ne sais pas, mais plutôt vertueux. Tout à fait. Mais il vaut mieux aider 10 petites exploitations qu'en mettre un gros comme ça qui bouffe toutes les subventions. Le problème est là. Et surtout, il n'y a aucun agriculteur qui est dedans, c'est une coopérative. Derrière, c'était Fonroche, mais Fonroche, ça a été vendu à Total. Et voilà, c'est des gros groupes, des gros financiers. Et voilà. Monsieur Gavelli, votre digesta, vous l'épandez sur vos terres? Oui, oui. Nous, on a toujours épandu notre fumier, notre lisier sur toutes nos terres. On a eu assez de terre, on a assez de terre toujours. Donc là aussi, c'est pareil. Là. Par le digesta. Donc, nous, déjà, ça fait 25 ans qu'elle y est, cette fosse. Ouais. Et tout le lisier de tous les ports, il vient dans cette fosse. On a les tuyaux qui alimentent, là, les tuyaux là. On a un malaxeur et on pompait là et on épandait sur nos champs. Donc là, par contre, maintenant, on a mis cette pompe là, le malaxeur on l'a gardé, et le lisier, il s'en va, on a traversé la route, traversé le bois et il s'en va au fond directement là. Donc déjà, quand il y a plusieurs groupes, ou ça dépend où on le fait, eh bien, les gens ils sont obligés de pomper là et d'amener toujours le lisier. Nous là au moins on économise, il y a un peu de tuyaux, mais ça se fait automatiquement. C'est pas un travail à faire, voilà. On a mis le tuyau, des capteurs et tout, ça s'en va directement, le lisier tous les jours, ça s'en va là-bas. Voilà. Déjà on économise ça. Voilà. Après, on aurait pu le faire là, le méthaniseur, il était juste à côté. Comme le voisin il est à côté comme ça, eh bien, on l'a fait plutôt derrière le bois, là en bas, et voilà.
Par rapport à l'environnement aussi, des fois aussi, eh bien, il vaut mieux choisir un endroit où même 200 mètres plus loin, on est tranquille. Les vents dominants, ils arrivent, c'est un peu ennuyé. Il aurait été ici, il aurait eu. Là-bas en bas, ils s'en vont vers le fond, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Sur 4 km, il n'y a rien là. Donc nous, on a fait des silos pour stocker les cives. Ouais. Donc là, on a récolté, avant de faire du maïs, de l'herbe. Et après, on a fait une fumière. Parce qu'à l'étable, on vide les étables. Et après, quand on vidait les étables, on les amenait sur les champs de maïs pour épandre. Ouais. Et là, par contre, on les met à la fumière, voilà, Pour les utiliser. pour les utiliser. Donc nous, on prend le fumier, l'ensilage, et on le met dans la trémie ici. La trémie, elle est sur poson, automatique. Et après, ça se prend automatiquement et ça s'en va dans le fermenteur. Donc on va les voir en bas. Donc le fumier et les cives sont dans la trémie. La trémie, avec une vis et le pouce, ça va dans un broyeur. Le broyeur, il broie. Et il le pousse et il s'en va dans le fermenteur. Et par contre, pour envoyer le fumier, le lisier qui est à température ambiante et là-dedans qui est à 40 degrés, il y a une pompe qui le reprend là et qui envoie ici le lisier, qui le mélange avec déjà le digestat qui est là-dedans. Ça le mélange le fumier et comme ça, quand il rentre dedans, il y a moins de... voilà, ça ne fait pas un choc pour les bactéries et tout ça. Donc ça, c'est un avantage aussi pour rentrer, parce qu'il y en a certains constructeurs, surtout agricoles, là, qui ont ce trémie au ras du fermenteur, et la vis, elle envoie directement dedans. Donc là aussi, on a un avantage qu'avec ce broyeur ici, on a un piège à cailloux, là. Et comme ça, les cailloux, ils tombent, et tous les jours ou tous les 2 jours, on nettoie, on récupère les cailloux. S'il y a des cailloux, de la terre ou n'importe quoi, et après, on les cailloux qui sont là. Voilà. Donc ça, on essaye de récupérer tout ça avant d'injecter. Et dans le fermenteur là, il fait 26 mètres par 6 mètres de haut. Il est isolé et il est chauffé. Il y a un système de chauffage comme le chauffage au sol, qui est au sol et dans les parois, où il y a de l'eau qui tourne à 70 degrés et qui chauffe pour le maintenir à 40 degrés à l'intérieur. Voilà. Un circuit fermé. En circuit fermé, voilà. Et il faut que les bactéries travaillent dans un milieu sans air, sans oxygène plutôt, et en température autour de 38 à 40 degrés. Voilà. Et c'est comme ça que les bactéries elles travaillent et font du gaz. Et là-dessus, on a une membrane avec des ventilateurs qui sont à l'extérieur, qui soufflent de l'air. Il y a des évents là, et qui tiennent cette membrane en l'air tout le temps. Celle-là, elle est tout le temps soutenue, en l'air, juste avec la pression d'air. Et à l'intérieur, il y a une bâche qui, elle, sert à stocker le gaz. Donc quand on pompe le gaz, eh bien, elle diminue la bâche. Si on ne pompe pas, eh bien, elle augmente. Mais celle-ci, ça reste ce dôme, il reste tout le temps comme ça. Voilà. Et après, voilà, donc... et le lisier qui arrive de la porcherie, il rentre directement dans le fermenteur par cette vanne-là. Ici, on a un puits à jus de silo. Donc on a une fumière là, où on risque de la couvrir, mais pour l'instant on n'a pas couverte. Donc il y a un système de récupération des eaux qui va là-dedans. On a les jus de silo d'ensilage aussi, là, où les parties de la nature, les drains sont venus, ils sont là. Et après, on a ici aussi, quand on récupère les cailloux, il y a toujours un peu de lisier, de trucs. Tout ça, ça va là-dedans. Et il y a une pompe qui pompe et qui remet dans le fermenteur pour récupérer tous les jus. Voilà. Et après, on a un conteneur où il y a des machines, où il y a les compresseurs et tout ça, et un autre conteneur où il y a le système électrique, où il y a toute l'automatisation qui est dedans. Donc nous, on a un fermenteur qui fait 26 mètres, il fait 2800 mètres cubes de liquide, et on a quand on met la matière dedans, il y a à peu près 84 jours de temps de digestion. Et après, une fois que la matière est digérée, celle qu'on injecte, on en injecte tous les jours autour de 29 tonnes, 28 tonnes, et il en faut qu'il en sorte autant tous les jours, parce que lui, il reste toujours au même niveau. Et souvent, celle qu'on injecte, elle reste en surface le temps de se faire dégrader, et quand elle est dégradée, qu'il n'y a plus de gaz, elle est souvent au fond. Donc au fond, il y a un tuyau qui est à peu près à 80 du fond, et qui fait une surverse pour aller dans le stockage de digestat. Et la bâche, ce n'est pas la même, parce que cette bâche, c'est juste une bâche étanche pour l'eau. Le gaz n'est pas récupéré là-bas. Tout le gaz est récupéré ici, et après, en principe, il n'y a plus de gaz là-bas. Donc, là-bas, on met le stockage de digestat.
Et c'est de celui-là qu'on pompe pour après épandre dans les champs. Et nous, on l'a fait un peu plus grand. Normalement, c'est un 38 par 6. Et normalement, qu'avec un 32, on aurait eu assez. Parce que la norme nous dit 6 mois de stockage. Mais nous, ici, des fois, il commence à pleuvoir à partir de Toussaint. Et après, il pleut jusqu'au mois de mai. Une année, on est arrivé, on ne pouvait même pas étendre nos lisiers de porc. Parce qu'il a fallu trouver une autre fosse pour les stocker. Parce qu'on n'arrivait pas à épandre. Donc on a préféré l'avoir un peu plus grand. Nous, on a 7 mois de stockage, au moins, on est tranquille. En cas s'il pleut trop, comme ça. Voilà. Avec quelle chaleur? Avec le gaz qu'on produit. Là, par contre, au départ, tant qu'on n'avait pas produit le gaz, il fallait le chauffer et mettre du. Donc là, on avait le chaudière au fioul. Le chaudière au fioul qui est là-bas, qui elle a chauffé. Voilà. Et normalement, ici, dans le sud-ouest, l'été, parce qu'après, on a un épurateur là-bas où il y a des compresseurs pour compresser le gaz, pour le refroidir, pour l'épurer et tout ça. Et le compresseur, il dégage de la chaleur. Cette chaleur est récupérée, elle sert à chauffer. Et normalement, nous, ici, dans la région, on utilise du gaz que 6 mois dans l'année. D'autres 6 mois, avec la chaleur et tout, et la récupération de chaleur qu'il y a des moteurs, on n'a pas à chauffer en principe. Voilà. Par contre, en Bretagne, au pays de l'Est, comme ça, là, l'Est, là, il doit chauffer plus. Le voisinage qui peut râler par rapport aux odeurs, mais le fait d'avoir double... Non, ça n'a rien à voir, ça, non. Si on ouvre ça ou s'il y a une fuite, on sent. Parce que le méthane, ça sent un peu, et c'est pas que le méthane qui sent, le méthane lui-même il sent pas, mais c'est surtout qu'il y a du soufre. Et le soufre, c'est lui qui sent l'œuf pourri, et c'est ça qu'on entend, qu'on sent. Alors si c'est bien fermé, si c'est étanche, on ne sent rien. Le gaz il est récupéré et il est envoyé au truc. Et par contre, après, si on sent, c'est que la matière n'est pas bien dégradée, c'est qu'il reste toujours du gaz. Et par contre, ça continue à produire du gaz quand c'est en stockage. Parce que là-bas, c'est juste étanche haut, mais il y a un peu d'ouverture. Donc si nous, on n'a pas enlevé tout le gaz ici, on va sentir. Et le problème qu'il y a, c'est dans ces gros industriels comme à la Benne, comme ça, où eux, ils mettent beaucoup de matière, ils font tourner au maximum, et ils ont de la matière, ils font tourner, des graisses, de tout. Et des fois, ils ne mettaient pas assez de temps pour dégrader. Donc ça s'en va dans le digestat, et ça sert encore parce qu'il y a toujours du gaz. Le problème il est là. Alors que si on laisse assez de temps là dans un truc, il n'y a plus de gaz après. Mais pour ça, quand on fait une petite unité ou ça, on a le temps de laisser de le faire. Les industriels, c'est la rentabilité. C'est vous. Ouais. Donc nous, au projet, il y a à peu près 3,5 millions là. Ouais. Donc pour faire les silos d'ensilage et tout ça là, il y en a à peu près 230 000 € et la fumière. Ouais. Voilà. Le terrassement va être autour de 150 000 €. Le plus gros truc, c'est le constructeur. Le constructeur, lui, il en avait pour 2 millions 100. Le constructeur, il comprend la fosse. Donc 2 millions 4 avec cette fosse, parce que cette fosse, moi, je l'ai traitée moi-même. Mais autrement, dans la partie constructeur, on va dire, il y a les 2 fosses, les membranes, tous les moteurs, la trémie, tout le système et tout ça, là, il y avait 2,5 millions, plus l'épurateur. Et après, il y a le réseau d'amener le gaz, parce que le gaz, il était à 4 km dans le réseau, c'est nous qui le payons. Il y a une remise de 40% comme pour l'électricité. Quand on fait des appels à projets, des photovoltaïques et tout ça, il y a une remise de 40% dans l'avance lié. Donc ça a à peu près coûté 250 000 € ça. Au départ, il était à 350 000, après ça a baissé un peu, donc 250 000. Et après, il y a l'électricité. Et l'électricité, au départ aussi, le constructeur il nous a dit qu'il fallait un 600 kW. On a été voir d'autres méthaniseurs qui le faisaient en Bretagne et tout ça. Et ils nous disaient, ouais, nous aussi on a mis un 400 kg, mais on n'utilise jamais, on utilise 170 kg à peu près par an. Donc nous, on a demandé à EDF d'avoir un transformateur de 250 kg. Comme ça, là, c'est à eux. Nous, on le paye pas, mais par contre, on a payé juste le fait de construire l'acheminement de l'électricité. Ça nous a coûté 40 000 €. Au lieu d'acheter un poste qui a 60 000 €, plus les 40 000 € de trucs, on a économisé des gaz là-dessus. Voilà. Mais tout ça, quand on est à plusieurs, qui c'est qui prend la décision de dire là, c'est pour ça. Là aussi, on l'a choisi au dernier moment, parce qu'au départ, quand on a démarré le projet, on avait budgétisé ça, mais on ne l'a pas fait. C'est après, en voyant d'autres, comment on faisait, voilà. Là, c'est en train de tourner, ça clignote, ça se remplit tout automatiquement, tout seul, tout. Ça fait tout seul. Voilà. Les brasseurs, ils se mettent à tourner, là, ça prend le truc, le broyeur, il tourne, et paf, ça l'envoie. Par contre, il n'y a pas beaucoup de bruit, on entend
très très peu. Et vous pensez pouvoir vous avez signé pour toucher combien par mois sur la revente du Donc nous, là, on a vendu, normalement on devrait produire autour de c'est 5400 mètres cubes de gaz par an, méga au tricoté, et il est vendu à 132 € la tonne, parce que le gaz au départ il est vendu autour de 100 €. Et après il y a des primes pour les effluents d'élevage, quand on a 60% d'effluents, on a des primes supplémentaires, et plus on est bas en injection, plus le prix il est élevé. Et par contre, après, si j'étais à 100 normaux mètres cubes, j'aurais un prix plus bas. J'aurais 4 ou 5 centimes de moins. Et celui qui a 300, il a encore beaucoup moins. Parce que c'est suivant l'injection qu'on fait tous les mois. Et normalement, on devrait s'établir sur 60 000 € par mois de vente, de recettes. Voilà. Ouais. Mais après, là, on a signé le contrat avec le constructeur. On est à 17 000 € par an d'entretien. Ça, on est obligé de les avoir. On a l'épurateur, c'est à peu près pareil. Le poste de GRDF, il n'est pas à nous, ce poste. On a payé, disons, avec les 250 000 €, il y a le poste plus la canalisation. Ce poste, il est en location. Celui-là, il y en a pour 50 000 € par an d'entretien à leur payer automatiquement. Soit disant que s'ils en auront plus, ça peut diminuer. Au départ, on était à 60 000, maintenant ça baisse un peu. Et plus ils en auront, plus ils vont faire diminuer les coûts. Et ça, c'est des charges qui sont plus d'assurance après. Il nous avait dit, le constructeur, que sans subvention, c'était viable. Là, nous, on a touché autour de 780 000 € de subvention. Touché 22% de subvention. Oui. Il y a 430 de l'ADEME et 350, non, 430 de la région et 350 de l'ADEME. Mais là aussi, c'est en train de diminuer, il diminue à bloc. Celui qui n'a pas des flux en élevage, il n'y a plus de zéro subvention. Et là aussi, avant les premiers projets, on avait tablé, nous au départ quand on a démarré, on avait tablé sur 30%. Et là non. Il y en a qui avaient 40 au départ, et là on nous avait dit la région, non, on n'en peut pas. Voilà. Et maintenant, ils sont plus autour de 10 ou 15 que de 20. Voilà, là c'est en train de diminuer. Mais ils diminuent les subventions parce qu'ils disent que le constructeur aussi va baisser les prix. Pour l'instant, les constructeurs ne baissent pas trop les prix. Donc le gaz, il sort ici, par le gros tuyau. Si le gaz n'est pas bon là-bas, GRDF peut le refuser. Donc il est renvoyé dans le fermenteur. Et de nouveau, après, il est repris par là pour repartir à l'épurateur. Et par contre, si on peut plus... si ça tombe en panne, ou si on ne peut plus vendre le gaz, on ne peut plus épurer, ou s'il y a un problème, on a le gaz qui est pris, parce que lui, il va toujours produire du gaz, parce qu'il met 80 jours, donc on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain, après du gaz. Donc il y a une soupape si vraiment il y a un truc, mais autrement, ça c'est le gaz qui est pris là, et il y a une torchère là-bas pour brûler le gaz. Il ne faut pas que ça pue après, que le gaz s'évapore. Eh bien, on brûle le gaz. Il y a une torchère qui est là-bas. Et en ce moment, tant que le gaz, parce que là on a commencé à injecter, on commence les premiers gaz, et le premier gaz il n'est pas bon, il y a du soufre et tout dedans, donc là pour l'instant on le torche. Voilà. Et là les tuyaux de gaz ils sont en pente, parce que chaque fois qu'on produit du gaz, comme il est à 40 degrés, il est sorti, il y a toujours de l'eau dans le gaz. Donc il y a un puits après pour récupérer l'eau. Et ça c'est le système de chauffage. Et le constructeur qu'on a pris, c'est Planète Biogaz, c'est des Allemands. Après, ils ont une branche à Rennes, là où ils ont des Français. Par contre, l'épurateur, c'est Prodeval. Et ça, c'est français, par contre. C'est eux qui épurent le gaz. Donc, le gaz, il arrive ici. Il passe dans des compresseurs pour le refroidir un peu. Il passe dans les deux tubes là en haut, où c'est des filtres à charbon. Et après, une fois passé les filtres à charbon, il va à l'intérieur dans des membranes, qui elle aussi encore les pure, et après le compresseur qui le compresse, qui met en pression pour l'envoyer au poste GRDF. En tous les cas, merci beaucoup. C'était très complet, surtout très, très précis et très argumenté. On voit que vous avez vraiment pensé votre projet et on vous souhaite la plus grande des réussites. Hein. Oui, là, après, voilà, c'est... Je pense un peu d'énergie, recherche, rencontre, choix. Enfin, moi, ça m'impressionne. Hein.